Bonsoir Jean-Michel, merci d'avoir accepté cette invitation qui vient de la librairie pour ce mois du théâtre. Depuis 1986, donc tu es publié à l'intérieur de la collection papier, le catalogue papier, qui démarrait quasiment, puisque ça a démarré en 1985. Depuis, tu as publié de nombreuses pièces aussi qui sont passées dans la collection Poche d'Actes Sud, et qui marchent vraiment très très bien, puisqu'elles sont régulièrement rééditées. Des pièces qui ont à voir finalement au fond avec les différents secteurs avec lesquels tu travailles, c'est-à-dire par exemple Palace, qui est une chose que tu as écrite pour la télévision. Il y a eu aussi Merci Bernard. Et puis des pièces aussi qui ont à voir avec les créations que tu peux faire au Théâtre du Rond-Point que tu diriges, comme Théâtre sans animaux, ou Muséo, Muséba. Je voulais un petit peu qu'on revienne sur cet ensemble, ce parcours à l'intérieur des pièces. Après, on pourra parler des autres livres, où finalement, au fond, on peut dire que le rire est commun à l'ensemble de cette écriture. Est-ce que on pourrait dire que tu es un auteur comique? Ah, si le comique, c'est pour essayer d'être moins malheureux, oui. C'est une chose qui est une bataille quotidienne pour pas sombrer. C'est-à-dire que je pense que euh, j'essaye tous les jours et tous les matins de, de, de trouver d'écouter des gens, d'écouter des personnages qui m'entraînent ailleurs de moi-même et qui me permettent de tenir debout. Il se trouve que pour tenir debout, il vaut mieux rire que pleurer. Donc c'est vrai que j'aime bien au bout d'un moment que les choses soient drôles et que les choses surtout soient drôles de manière surprenante. C'est-à-dire que ce soit plutôt plus absurde que psychologique, plus, plus en morceaux cassés qu'en ligne continue. Et c'est vrai que, disons qu'au bout de tout ça, il doit y avoir quelque chose qui, d'après ce que je ressens, euh, les gens rient. Et moi aussi, souvent, parce que j'ai même pas l'impression que c'est moi qui écris, c'est plutôt des personnages qui m'entraînent. Voilà, à partir de là, est-ce que le rire n'est pas aussi une manière de, en dehors du fait de vous tenir debout, d'éviter un pathos permanent, de ne pas geindre. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose de puissant, même si ça ne change pas le monde, pour résister à une réalité qui, paraît-il, il faut regarder en face. J'aime bien la phrase de Skutner qui était moi, je regarde la réalité en farce. Mais voilà, c'est comme ça. Je me débats avec tout ça pour arriver ouais, à continuer à respirer, quoi. Et ce, depuis le début. Oui, je crois. Oui, j'étais un petit garçon un peu déconnecté j'étais pas tout à fait équipé pour entrer dans la société, dans les règles telles qu'elles m'étaient imposées. Alors j'ai essayé enfin, d'être plutôt dans la cour de récréation et d'inventer des paroles, ou en tout cas d'inventer des jeux, des paroles, des choses qui étaient plus loin que la monotonie du quotidien dans laquelle j'étais pas le meilleur. Un de tes grands amis est Gérard Garouste, c'est un peu ce qu'il dit dans l'Iconoclaste aussi, c'est Ah des bon, bah points. oui, bah on a vécu depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas quitté tout ce qu'il dit dans l'Iconoclaste, il l'a vécu côte à côte avec moi quand il a commencé à avoir ses crises, ses délires, ses grosses douleurs. C'était chez moi, donc c'est vrai, on doit être sur ce point-là, en effet, pas loin. Mais je pense que mon ami Grimbert, qui est là aussi, c'est pas loin de ce qu'il dit. Il vaut mieux en rire de tout ça. Voilà, je crois que c'est ça ce qu'on appelle des auteurs comiques. Et puis alors, il y a des auteurs qui sont, qu'on dit aussi comiques, c'est un peu le rire. Moi, je parle du rire de résistance. Il y a aussi le rire collabo, c'est-à-dire la femme de chambre a fait tomber le fer à repâtir sur le chat. Ah ah ah. Ça dérange personne, ça gêne personne, ça permet de gagner un peu de fric sur rien. Voilà. Au moins, au moins, ce qu'on essaye de faire, parce que j'essaye de faire, je crois que ça dérange un peu, ça bouge un peu les lignes, mais ça bouge un peu les lignes, pas parce que je suis un guerrier, un héros, ça bouge un peu les lignes parce que les routes qui me sont proposées ne me vont pas.
j'ai du mal à marcher dans ces routes-là. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire au rond-point. Donc, est-ce que tu pourrais dire qu'on rit de tout? Parce que je sais que l'autre soir, tu as fait une magnifique avant-première du film qui va être à l'affiche le 24 septembre, je crois. Bref de comptoir, que tu as réalisé et coécrit avec ton ami Jean-Marie Gouriot. Surtout avec des millions de personnes. Et avec des millions de personnes, puisque ce sont ces phrases entendues dans les bistrots et ce sont absolument magnifiques. Et tu disais, il y a même des phrases qui sont très racistes. Et c'est vrai qu'il y a des phrases qui sont un peu, qui font un peu grincer à les entendre, quoi, où on aurait envie de réagir. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? Non, je parle de ce racisme-là. Goriot dit une chose assez jolie, il décide du racisme à volet clos. C'est-à-dire ces gens qui rigolent entre eux comme ça. Et puis dehors, ils le sont moins, ils ne le sont pas. C'est des argentés. Quand cette espèce d'abjection de Trierweiler dit les dents, les sans-dents, c'est une plaisanterie qu'on peut dire de mauvais goût dans un repas en rigolant, comme on peut dire le mot nègre, et l'enlever de sa situation, je trouve ça honteux. Je trouve que c'est une perfidie honteuse. Donc, ce racisme-là qu'il y a dans le film, c'est un racisme plutôt de gens qui se moquent du racisme. Et ce que j'aime beaucoup dans tous ces gens, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est un langage populaire de survie. C'est des gens justement qui, peut-être un peu comme ce que j'essayais d'expliquer, qui n'arrivent pas très bien à vivre dans l'air du temps, qui n'arrivent pas très bien à vivre comme ça dans cette espèce de réalité un peu oppressante dans laquelle tout le monde se débat. Ils n'y arrivent pas bien. Alors ils ont trouvé un endroit qui s'appelle le bistrot, où tout d'un coup ils rentrent et là ils peuvent exister, ils peuvent vivre, ils peuvent parler, ils peuvent être libres. Et voilà, c'est ça. Et je trouve que le langage qu'ils inventent, encore une fois, pour vivre, pour se tenir debout, ce langage-là est exceptionnel. Parce que ce n'est pas du tout des aphorismes, ce n'est pas des blagues, c'est une façon de trouver un langage qui permet de dire ce qu'ils ressentent, mais pas avec les mots des autres, et pas avec les mots des écrivains. Et on ne les entend pas à la télévision, on ne les entend pas à la radio, on ne les entend pas dans les journaux, et je trouve bien d'essayer d'en faire un film. Parce que des phrases comme l'avenir, je préférais celui d'avant, je trouve que c'est des phrases faramineusement bouleversantes. Et c'est ce langage-là. Et je trouve qu'au cinéma, 2 secondes sur le cinéma, c'est pas uniquement fait pour filmer les canyons dans le Colorado, des requins sous la mer ou le Mont Blanc. Les phrases sont aussi des paysages. Les phrases sont aussi des... Et c'est pour ça que j'ai filmé le film en cinémascope. Les phrases sont aussi des ciels, des cieux. Et une vieille dame qui parle qu'on filme en parlant d'un coucher de soleil, c'est parfois plus beau que de filmer le coucher de soleil. Donc c'est un film sur le langage paysage. Un paysage, en l'occurrence, avec de très très nombreux personnages. Enfin, si on veut juste s'arrêter sur ce film-là, oui, qui va être ta rentrée et qui est tout à fait exceptionnel puisque je l'ai vu lundi. Puisque je crois que tu as 73 comédiens, oui, qui donc ont tous accepté de venir finalement au fond faire des figures ou juste... Oui, non, je crois qu'ils ont tous un premier rôle. Et je crois que si tu veux, c'est un film musical. C'est-à-dire c'est une partition. Et chacun est un instrument d'orchestre différent, mais ils jouent tous la même musique. C'est-à-dire qu'ils ont tous, je crois, une grande sensibilité, un grand second degré, une grande vis comica. Ils sont absolument différents les uns des autres, mais pourtant ils sont dans le même orchestre et ils jouent la même musique. Et ça a été une chance parce que je crois que les acteurs sont des gens, pour nous qui écrivons pour le théâtre, pour le cinéma, des gens essentiels. Ils augmentent souvent notre talent. Et une faute de distribution, on est tué. On est mort. Parce que je crois qu'on écrit un peu avec des caractères, des humeurs, un sens de l'humour, un sens de la rupture, etc. Et il y a des acteurs qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des acteurs qui ne peuvent pas jouer du billard, il y a des acteurs qui ne peuvent pas jouer Feydeau, il y a des acteurs qui ne peuvent pas jouer Grimbert, il y a des acteurs qui ne peuvent pas le jouer. Et il y en a qui peuvent le faire, et non seulement le faire, mais quand ils parlent, on a l'impression d'être des grands auteurs, grâce à eux. Quand tu es auteur, metteur en scène, justement, est-ce que tu arrives à trouver cette distance pour pouvoir faire dire à l'acteur ton texte à toi, que tu as écrit justement avec tes propres tics? Est-ce qu'on n'est pas enfermé dans son écriture? Non, parce que moi, j'ai aucune distance. Aucune. C'est une musique. Je sais que le son va donner le sens. Et j'ai besoin de retrouver le son, j'ai besoin de retrouver le rythme, j'ai besoin de retrouver cette chose étrange qui fait que ça passe. Et les dialogues les plus banals, les choses les plus neutres, quand tout d'un coup ils sont dits par quelqu'un qui les habite complètement,
il y a un complément de sens qui est donné par le rythme, par le son, etc. Donc moi, je ne me dégage absolument pas. Je me dis pas, tiens, on pourrait le dire comme ça. Tiens, enfin, non, je parle de ce que j'écris. Hein. On pourrait le dire comme, tiens, ça ce serait mieux comme ça. Ou les acteurs qui vous disent, tu peux me dire exactement, mais finalement, d'où il vient ce personnage, qu'est-ce que faisait son grand-père, à quel âge est mort sa mère, ça, toute cette approche psychologique qui m'épuise, moi, et qui me perd de temps. Sauf que la psychologie est un gnangnan épouvantable. Je crois qu'il faut surprendre. C'est le génie de Beckett, c'est le génie des dadaïstes. C'est tout d'un coup, on casse le ronron et on passe à quelque chose qui vous surprend. Et ce sursaut-là, c'est quelque chose que j'essaye de trouver pour d'abord me surprendre moi et ensuite, quand je dirige les acteurs, de retrouver ce rythme-là. Donc, je prends aucune distance. Je veux qu'on aille à ce rythme-là. Donc, tu acceptes qu'un acteur te surprenne, c'est-à-dire éventuellement Oui, dise mais ton texte dans une autre musique que celui dans laquelle tu l'as écrit. Non, et voilà, c'est ça que je suis un incompris. C'est exactement le contraire de ce que j'ai dit. Mais bon, j'ai l'habitude d'être incompris. Non, je vais dire au contraire. Je souhaite qu'il joue la partition de manière extrêmement précise, extrêmement exacte. Et plus il sera exact, plus ce sera dans la musique, plus il sera libre. C'est-à-dire, je crois qu'un grand violoniste n'est jamais aussi libre que quand il joue très exactement une partition de Beethoven. S'il improvise autour, il n'est pas libre, c'était à peu près. Moi, je pense qu'on trouve une liberté quand on retrouve exactement ce que l'auteur a tenté de mettre en vie quand il écrit. Moi, je ressens beaucoup les personnages quand je les écris. Et tout d'un coup, ils m'entraînent et je ne comprends pas. Je déteste quand tout d'un coup, puisqu'on parle de psychologie, je déteste quand tout d'un coup, je sens que je suis donneur de leçons, ou je sens que je suis raisonneur, ou je sens. C'est-à-dire que quand j'ai conscience d'aller dans un endroit pour dire quelque chose, mais bien évidemment, comme c'est une espèce de nuage, où tout d'un coup il pleut, mais le nuage il est dans la société, donc il prend des choses de la société, et ça finit, même si j'ai pas envie d'en être l'auteur, ça finit par dire quelque chose, évidemment. Mais par exemple, la question de l'interprétation, deux acteurs qui vont reprendre un même texte de toi vont forcément proposer une lecture ou une musique, comme tu dis, différente. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de monter mes propres pièces, parce que j'accompagne l'enfant jusqu'à ce qu'il marche. Après, je vois comment il marche, ça va. Après, je le donne à des gens. Alors après, j'ai été voir, il n'y a pas longtemps, je suis allé voir dans un pays étranger que je ne nommerai pas une de mes pièces. Je me disais, quel est le connard qui a écrit ça? C'est nul, c'est zéro. C'est une pièce qui a quand même beaucoup de succès en France. Eh bien, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que soit l'adaptateur avait mis son génie dans mon petit talent et avait mis plus de son génie que mon petit talent, donc c'était autre chose. Soit les comédiens s'étaient dit, mais non, le personnage court et mange des pommes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il soit allongé et qu'il mange des bananes. Ça va être beaucoup plus intéressant. Ben non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Moi, le génie du metteur en scène créateur, ça ne marche pas. Tu es quand même un des auteurs les plus joués en France, donc ça veut dire que tu donnes tes droits assez librement, donc tu vas voir beaucoup des pièces qui sont créées par d'autres metteurs en scène. Non. Non. Non, parce que si tu veux, après, j'ai des eczémas généralisés, des trucs comme ça, et j'ai des frais médicaux trop importants. Donc ça veut dire que tes textes ne résisteraient pas à la musique des autres. Ils sont très contents. Ils sont tous très contents. C'est ça, mais moi, je ne suis pas content, mais eux, ils sont très contents. Oui. Ils n'arrêtent pas de les jouer. J'étais à La Rochelle, il y a je ne sais pas combien de troupes, j'étais président de mon frère, j'ai combien de troupes amateurs qui m'ont dit « Ah, on est là, on a joué ça, on a joué ci, vous voulez venir ?» J'ai dit « Non, mais continuez. Continuer, ça me rapporte un peu de droit, et comme ça, mais du moment que je ne vois pas, ça va, non, je plaisante. » Il y a eu quand même des gens formidables qui m'ont joué, notamment une de mes plus grandes terreurs, j'avais écrit une pièce avec Topor qui s'appelle Bataille, que tu as édité. Et un jour, on est allé à... Donc ça se passe, non, Bataille, c'était 3 pièces qui se passent. On voulait faire une pièce à la mer, à la montagne, à la campagne. C'était le point de départ, quoi. Comme quoi, psychologiquement, c'est réduit. Et donc, on arrive à Turin, parce qu'il y avait une immense production, et le type, le chauffeur, nous emmène, et on arrive hors de Turin, dans un bâtiment, une espèce d'ancien fabrique, je sais pas, un truc où on fabriquait des obus, ou je sais pas quoi, un truc de Fiat, qui faisait, je sais pas, 50 mètres de long, en gars. Et là, il y avait juste un petit couloir, comme pour présenter de la mode, quoi, un petit podium qui faisait 25 mètres de long. Et tous les gens étaient autour, on se disait, mais on était prêts on va se dire, ça y est,
on va pas regarder, on va bouffer les somnifères, on va faire un truc, ça va être trop dur. Eh bien, c'était génial. C'était génial. C'est-à-dire que les acteurs couraient du début à la fin en disant le texte avec les chariots de costumes qui couraient à côté. Eh bien, ils avaient trouvé quelque chose qui était équivalent à la folie qu'on avait voulu mettre. Tout ça pour dire qu'il y a des grands metteurs en scène et qu'ils peuvent nous prendre. Oui, mais c'est pas si courant que ça.